Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va échanger avec quelqu'un qui vit de l'autre côté de l'océan par rapport à nous Européens. Vous allez le remarquer à son petit accent que j'aime chez les Québécois. Avant, juste pour introduire le sujet, mon invité m'avait contacté pour éventuellement intervenir dans un de mes autres podcasts qui aujourd'hui est un petit peu en pause. On parle du podcast Dans les vestiaires, mais je me suis dit que ça pourrait faire un bon expert pour intervenir sur le podcast d'aujourd'hui. Donc je suis très heureux de tendre le micro à Jean-David Tremblay. Salut JD. Salut Armano, je suis vraiment content d'être ici. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Eh ben, je t'en prie. Écoute, aujourd'hui, tu es directeur sportif à la Hungry Warrior Academy. Tu vas peut-être nous expliquer ce que ça veut dire, non seulement le titre, mais aussi que la Hungry Warrior Academy. Et puis après, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et puis on va découvrir un petit peu les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Ça te va comme programme? Excellent Armano. Donc, mon nom est Jean-David Tremblay. Je vis au Québec présentement. Puis, je suis, comme Armano a dit, le directeur des hautes performances à Hungry Warrior Academy. Et où est-ce qu'on aide les hommes à se recentrer, avoir plus de clarté et de discipline en créant des structures et en suivant le système du DECA pour optimiser leur performance. Alors tu disais des hommes au sens large, avec un grand H, ou des hommes et des femmes, ou spécifiquement que la jante masculine? Présentement, seulement la jante masculine. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais partager, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour les femmes, pour les hommes, ça n'a aucun genre. Par contre, pour nous, quand on fait des retraites, on ne prend que des hommes parce que présentement, pour l'instant, tous nos coachs, nos thérapeutes, c'est tous des hommes. Donc, j'aurais vraiment de la difficulté à, à dire à une cliente d'aller dans le fond du bois avec un groupe d'hommes à se faire coacher. J'aurais vraiment de la misère avec ce système. Donc, pour l'instant, on est seulement avec la jante masculine pour le coaching. Par contre, pour la conversation d'aujourd'hui, tout ce que je vais dire est pour tout le monde. Ok. Du coup, votre positionnement, il est plus pour une question de logistique, de faciliter aussi des échanges et éviter les malentendus entre les coachs et puis les athlètes que vous accompagnez. Mais si vous en aviez la possibilité, vous seriez aussi ouvert aux femmes. Enfin, il n'y a pas un positionnement qui est spécifique à la jante masculine parce que ce que vous apportez, c'est spécifique aux hommes. C'est plus, comme tu l'as dit, pour une question d'éviter de mettre mal à l'aise certaines athlètes femmes qui se retrouveraient dans une certaine promiscuité avec un homme. Exactement. Puis, on a une liste de thérapeutes, d'autres coachs qui font affaire avec des femmes. Donc, pour nous, on réfère les personnes de la jante masculine, de la jante féminine vers d'autres thérapeutes, d'autres coachs. Donc, ça crée un certain partenariat, une certaine collaboration pour que tout le monde puisse avoir la santé et qu'est-ce qu'ils ont besoin pour atteindre leur performance. Mais pour nous, on spécialise plus vers la jante masculine. Ok, je l'ai dit, tu es directeur de la haute performance chez Hungry Warrior Academy. C'est personnellement une structure que je ne connais pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous proposez? Oui, qu'est-ce qui est différent de notre système versus le système des autres, c'est que
On va souvent entendre parler que les hommes s'en vont dans des retraites, ils se font crier après, il y a des obscénités qui se font utiliser, ils se font tirer dans le bois, dans la boue, et c'est une approche. Par contre, qu'est-ce qui nous différencie de toutes les autres qui n'est nulle part ailleurs, c'est que pour nous, on utilise la science, on utilise la logique, on utilise les faits pour atteindre leur performance. Donc, on a des machines pour tester leur performance et il n'y a personne qui va se faire crier après, il n'y a aucune obscénité qui va être utilisée contre eux autres, malgré que, bon, les Québécois, on est reconnus pour ça. Pour moi, je préfère ne pas utiliser ces termes barbariques. Donc, pour ce qui est de notre approche, on va utiliser des systèmes. Des systèmes, pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai appris, j'ai fait plus de 10 ans au sein de la Défense nationale. Donc, j'ai servi mon pays pour plus de 10 ans. Et ce que j'ai appris, c'est que le militaire ne te donne pas de la discipline. Ce que le militaire te donne, c'est une structure, c'est un système. Et c'est à toi à utiliser ce système-là, à utiliser ces structures pour en arriver à avoir de la discipline. Si tu ne le suis pas, ben, il y a des chances que tu sois non discipliné. Après avoir servi pendant 10 ans, je peux te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le militaire qui ne sont pas disciplinées, similaire à il y a des gens dans le militaire qui sont extrêmement disciplinés parce qu'ils suivent cette structure-là. Ensuite, après avoir été dans le militaire, je ne suis pas seulement coach, j'ai aussi l'anneau des ingénieurs. Donc, j'ai été faire un bac en génie, un génie intégré, qui est toutes les formes d'ingénierie en un programme. Et je spécialise en biomédical. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? C'est une personne qui a étudié les mathématiques, les systèmes, pour justement optimiser leur performance et concevoir des plans d'action. Ensuite, j'ai étudié pendant des années dans un institut, j'ai étudié l'anatomie et j'ai étudié comment le corps peut utiliser la nutrition pour l'autogénération d'une santé, d'une bonne santé ou d'une santé optimisée. Donc, j'ai étudié beaucoup la nutrition. Et puis, ça, ben, je suis devenu naturopathe. Donc, je suis un naturopathe certifié aussi. Donc, ils ont quelqu'un qui est un thérapeute, une personne où est-ce qu'il y a de l'éducation et c'est pas seulement une personne qui a fait c'est pas seulement un coach, OK? Je suis en charge de certains coachs, puis on a justement cette facette-là, mais ils vont avoir. Ensuite, quand on regarde au fait que, ben moi, je m'en vais avoir 40 ans et je continue pareil à performer à un niveau qui est d'élite parce que puis on peut le prouver si on regarde en ligne, puis on Google juste JD Tremblay. J'ai fait les courses les plus demandantes au monde et je suis reconnu pour le Epic Deca. Donc, le Epic Deca, qui fait partie de notre système et de notre fondation, c'est 10 Ironman en 10 jours sur les 6 îles hawaïennes. Donc, je suis une des 3 personnes au monde à l'avoir complété. Donc, il y a le côté pratique, il y a le côté mathématique et système, et il y a le côté aussi nutrition, anatomie. Donc, ils ont un package qui est vraiment complet quand ils viennent chercher l'information. Donc, ce n'est pas seulement d'arriver puis de se faire mettre en groupe pour avoir un certain type de coaching. Ils ont aussi une expertise qui vient avec ça. Tu es rentré un petit peu plus dans les détails et c'est très bien. Et
plus globalement sur ce que vous proposez. Est-ce que c'est du bootcamp? Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est, et on en voit de plus en plus, du bootcamp militaire justement? Est-ce que c'est un accompagnement présentiel et à distance ou que présentiel? Quelle est votre offre? Quelqu'un qui ne connaît pas la Hungry Warrior Academy, qu'est-ce qu'il va trouver s'il va sur votre site internet ou au contraire, comment il va pouvoir vous contacter s'il cherche à être pris en charge? J'imagine que vous prenez pas forcément en charge des basketteurs, des handballeurs, des tennismen, des triathlètes, des trailers, des swimrunners. Enfin, quelle est aussi, quelle est votre proposition, et pas que votre proposition de valeur, mais votre proposition, et puis quel est le type de personne que vous encadrez? Oui, nous avons les exécutifs et les athlètes qui veulent atteindre une haute performance. Ensuite, pour notre offre, nous avons des cours en ligne, nous avons des sessions privées en coaching en ligne. Ensuite, on a des sessions de groupe pour les personnes qui veulent grandir dans une communauté, qui pensent exactement pareil comme style mastermind. Et on a aussi les retraites où est-ce que les personnes viennent en personne recevoir les soins demandés. Et là, on est sur des retraites qui durent quelques jours, j'imagine? Oui, on a 2 semaines. Le plus loin, c'est 2 semaines, puis le moins, c'est 2 jours. Et les types de personnes que vous encadrez, enfin, les types d'hommes que vous encadrez justement, puisqu'on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quoi? C'est des coureurs, c'est des triathlètes, c'est des sportifs, tous sports confondus, c'est des haltérophiles. On va être sur quel type de profil? Oui, c'est tout type d'athlète de haute performance qui veut justement optimiser qu'est-ce que le but qu'ils veulent atteindre. Et on a aussi les exécutifs de compagnies qui veulent avoir de la clarté et de la structure, pouvoir se concentrer sur faire de l'argent à la place d'arriver puis de commencer à s'occuper de c'est quoi le HRV, puis c'est quoi leur niveau de sucre dans le sang, puis de commencer à tout savoir, toutes ces données-là. Nous, on a exactement une pléthora de machines et d'outils pour les optimiser. Revenons un petit peu à toi, plutôt que de rester sur la Hungry Warrior Academy, mais tu as dit que tu es un des seuls au monde à avoir complété le Epic DK. Quand j'entends parler de Epic dans le triathlon, je pense à cet ami de... Je l'ai perdu. Et Rich Roll. Rich Roll, voilà, merci. C'est quand même le bouquin qui a été fondateur de beaucoup de choses chez moi, et voilà, je l'ai perdu aujourd'hui. Mais écoute. Donc, quand tu me parles d'Epic, ça me ramène dans son bouquin de Rich Roll, le petit bouquin jaune, où justement il parle avec son pote qui a mis en place l'Epic Challenge. Est-ce que c'est la continuité de cet Epic Challenge mis en place par Rich Roll et son pote? Exactement. Donc, c'est bon que tu l'apportes parce que Rich Roll a fondé l'Epic 5. Donc, l'Epic 5, pour ceux qui ne le savent pas, mais toi tu le sais, c'est 5 Ironman en 5 jours sur les 5 îles hawaïennes. La compagnie a été vendue à d'autres personnes en Californie. Lui a fondé son podcast, il continue sa compagnie. L'Epic 5, pour leur 10e anniversaire, a fait le double de la distance, a invité 10 athlètes. 6 athlètes se sont présentés sur le fil de départ, dont moi, et 3 ont terminé. Ensuite, le Epic DK, c'était seulement pour leur 10e anniversaire. Donc, je suis une des 3 personnes qui ont terminé ce challenge, justement, puis je suis là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment drôle que tu... Ça donnera quoi pour leurs 15 ans ou leurs 20 ans? Ça va être Epic 15, Epic 20, etc. Ou... Ouais, je sais pas, mais je sais pas, ça fait 2020, ça serait 2021, non, parce que ça aurait été cette année. Donc, puis j'ai pas entendu parler d'un Epic 15. Ouais, donc, j'ai pas entendu parler de ça pour l'instant, non. Bon, écoute, revenons à toi justement sur cet Epic DK que tu es un des 3 au monde à avoir complété. Est-ce que toi, déjà, à la base, tu es triathlète? Oui, je suis un athlète d'ultra-endurance. Puis j'ai complété, j'ai fait plein de courses justement de ultra, dont des ultramen, beaucoup d'Ironman, beaucoup de triathlon, des championnats du monde. Donc, ouais, puis je continue à justement
être triathlète. Donc, ouais. Bah écoute, je te propose qu'on prenne quelques minutes déjà pour parler de toi. Quand est-ce que ta rencontre avec le sport, et plus spécifiquement avec le triathlon, a commencé? Avec le sport, c'est différent du triathlon. Avec le sport, ça a été quand j'étais jeune. Et j'essayais plusieurs sports quand j'étais jeune. Le triathlon, c'est un sport qui requiert beaucoup de ressources financières. Donc, c'est certain que moi, j'ai pas grandi dans le luxe. On n'avait pas beaucoup d'argent quand j'étais jeune. Donc, c'est certain que le triathlon ne faisait pas partie de ma vie. J'ai joué par contre au soccer, que vous appelez le football, là, Ouais. mais j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, puis j'ai essayé beaucoup d'autres sports, mais je ne connaissais pas encore ma capacité jusqu'à temps que ça a été en 2013 où est-ce que j'ai fait mon premier triathlon. J'ai vraiment aimé ça, mais encore une fois, j'étais plus dans le euh, plus bâtir des muscles, plus à lever des poids, donc parce que encore j'étais dans le militaire. Donc, le triathlon, mon départ était en 2013 où est-ce que j'ai fait mon premier sprint. Puis, vraiment, ben, j'espère que ça va encourager les auditeurs aussi, c'est que pendant des années, je voulais faire un triathlon. Et puis, je me disais, non, je suis pas assez bon, non, je finirai pas premier. Il y avait une certaine fierté de me dire, il faut que je finisse premier, il faut que je sois sur le podium. Et d'un autre côté, je me disais, non, je peux pas faire de triathlon, je serai jamais capable de le terminer. Donc, il y avait ces deux voix-là dans ma tête qui me dérangeaient pendant des années. Et finalement, j'en ai fait un en 2013. J'ai fini par être top 10, donc pas un podium, sauf qu'il y a une personne, un très bon ami à moi, qui est venu me voir avec un bout de papier. Puis, il était un peu fâché parce que pour lui, il voyait que c'était naturel. Donc, il m'a donné la bout de papier, puis il a dit, JD, signe ça, tu t'en vas aux nationaux. J'ai dit, hein? Mais je ne sais pas, j'ai pas fini sur le podium. Il dit, c'est pas comme ça que le triathlon, ça fonctionne. Le triathlon, ça fonctionne par groupe d'âge. Donc, pour toi, tu as terminé premier. Donc, tu t'en vas aux championnats nationaux. Donc, j'ai été aux nationaux. J'ai signé le formulaire. Puis, j'ai été aux nationaux à ma deuxième course. Puis pour lui, pourquoi il était fâché, c'est parce que pour lui, il voyait que c'était naturel. Mais moi, je ne le voyais pas encore. Puis ça a pris un autre 5 ans avant que je fasse mon premier Ironman, même avoir 6 ans, parce que c'était en 2013, on regarde à 2019, donc 6 ans avant que je fasse mon premier Ironman, puis que je me lance vraiment là-dedans. Puis c'est vraiment en 2019 que, après avoir fait mon deuxième Ironman, pas entraîné, c'est là qu'il y a un coach qui a dit il faut que tu t'entraînes pour justement développer ce que tu as parce que c'est naturel pour toi. Puis je vois plusieurs personnes qui s'empêchent, qui ont certaines Croyance limitante. croyances. Oui, des croyances limitantes. Puis vraiment, c'est entre les deux oreilles, là. Donc, c'est ça qui est dommage parce que le sport pourrait croître, les personnes pourraient explorer ce sport-là. Puis c'est 3 sports. Donc, c'est sûr que c'est demandant, mais je trouve que ça en vaut la peine. Donc, c'est ça mon départ pour le triathlon. Juste pour revenir un petit peu sur ta vie à ce moment-là, donc tu as servi pendant 10 ans dans l'armée, c'était de camp à camp pour voir si ça correspond aussi à tes moments où tu t'essayes au triathlon et puis le moment où tu passes à l'Ironman et puis après, entre-temps, enfin avant ou après, tu as fait tes études aussi, donc refais-nous un petit peu le fil pour qu'on comprenne un peu ton profil. Oui, 2003 à 2014, j'étais dans le militaire. J'ai fait mon premier triathlon en 2013. Donc, je suis rentré quand j'avais 17 ans dans le militaire. Donc, j'étais un bébé, un enfant, là, on va se le dire. Là. Mes parents ont fallu qu'ils signent pour me laisser partir parce que je n'étais même pas capable de signer en tout cas au Canada. Là, mais j'ai signé, je suis parti. C'est en 2013 que j'ai fait mon premier sprint, mon premier triathlon sprint.
Ensuite, j'ai fait un autre sprint qui était les nationaux. Puis j'ai fait un olympique. Puis parce que je n'étais pas assez entraîné vraiment d'une manière spécifique, je voyais qu'il y avait beaucoup de tension dans mon corps. Puis je ne connaissais pas encore beaucoup la récupération qui était vraiment importante. Je ne connaissais pas énormément. Je connaissais juste le militaire. Puis dans le militaire, c'est plus soit entraîné. C'est tout. C'est plus soit entraîné pour la job qu'on va te donner, puis on ne sait même pas c'est quoi la job qu'on va te donner. On ne sait même pas c'est quoi la mission qu'on va te donner, mais on va te la donner. Donc, puis on veut que tu atteignes la mission. Donc, j'ai développé un peu cette mentalité-là aussi, d'arriver et de dire, ben, il y a une mission, c'est du point A au point B, je veux juste que tu l'atteignes, on s'en fout comment tu l'atteins, en autant que tu l'atteins. Donc, j'ai atteint aussi ce niveau d'expertise-là. 2014, je suis sorti, je suis rentré à l'école. J'ai fait collège, ensuite j'ai fait l'université, l'université de Western en Ontario. Puis c'était pendant mes études à l'université en 2019 que j'ai commencé que j'ai terminé mon premier triathlon, mon Ironman. Tu vois, c'est pour revoir un peu à quel moment tu découvres le tri. Donc, en gros, pour schématiser, 10 ans militaire, sur la fin de ton armée, tu découvres le triathlon. Après, tu en fais quelques-uns pendant tes études. Et puis après, tu arrives à ton tipping point, enfin le début de ton tipping point avec ton premier Ironman sur la fin de tes études. Bon, je reformule aussi un peu tout ça pour les Français. Par exemple, tu disais que tu as eu un bac spécifique en ingénierie des génies et autres. En France, on parle de diplôme d'ingénieur. Le bac, c'est plutôt ce qui marque la fin du lycée et l'entrée à l'université. Mais voilà, c'était juste pour reformuler un peu pour ceux qui ne comprennent pas forcément ou qui ne connaissent pas le système anglo-saxon. Ok, donc là tu fais ton premier Ironman en 2019 et comment tu passes de l'Ironman au DK Ironman? Il s'est passé quelques trucs, quelques années. Au milieu il y a eu le Covid, donc j'imagine que c'était encore plus compliqué pour s'entraîner, pour faire des compétitions et autres. Enfin, de 2019 jusqu'à ton épique DK, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le COVID, mais les personnes qui vont justement bien performer, que ce soit dans le futur ou maintenant, il y a encore certaines sanctions partout dans le monde qui ne sont pas aussi restrictives que pendant le COVID, mais qui sont quand même assez structurées pour justement que tu ne performes pas. Donc, c'est à toi de trouver une manière d'atteindre ton but, peu importe les restrictions. Donc, pour moi, pendant justement le COVID, je me suis mis à m'entraîner soit à l'extérieur ou même à l'intérieur beaucoup. J'apportais mon vélo et mon trainer. Là, j'avais un Home trainer. Takex Garmin. Ouais. Puis, je l'apportais partout. Je le mettais dans le derrière de ma voiture avec mon vélo. Puis, si j'allais dans un hôtel, j'apportais mon vélo et je faisais du vélo dans l'hôtel. S'il fallait que... pour la nage, justement, j'ai fait... je savais que en changeant l'angle des bâtons de randonnée, ça allait activer les mêmes muscles que j'allais utiliser quand je nage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai changé l'angle, je les ai mis un peu plus longs pour justement activer les mêmes muscles. Et j'allais faire de la randonnée souvent avec mon fils. Je m'étais créé un harnais avec des cordes, puis je mettais mon fils dans un traîneau à l'arrière, puis je montais des montagnes avec lui. Puis quand il voulait, il sortait, il allait jouer dans la neige. Puis quand il était prêt, il retombait dans le traîneau. Puis moi, je le prenais jusqu'en haut de la montagne. Puis éventuellement, je suis venu qu'à rajouter du poids. Donc, une fois, j'ai même appelé mon père. Je lui ai dit Papa, est-ce que je peux emprunter ton coffre à outils? Mon père, il dit Oui, mais qu'est-ce que tu bâtis? J'ai dit Non, je bâtis absolument rien. Je m'en vais en randonnée. Il dit Il dit Je ne vais pas poser trop de questions, là, mais OK. Fait que là, je lui ai envoyé une photo
avec moi sur le top d'une montagne avec son coffre à outils et mon fils parce que j'avais gravi une montagne avec des raquettes dans la neige avec son coffre à outils. Donc, moi, j'ai trouvé ça drôle, lui aussi, mais ça montre justement un niveau de débrouillardise que j'ai développé. Donc, pour arriver au Epic Deca, ben, c'est exactement le style d'entraînement que j'ai utilisé. Je me suis arrangé avec les moyens du bord, comme on dit au Québec, hein, mais avec qu'est-ce que je pouvais. Je suis arrivé à faire plusieurs Ultramen. Donc, j'avais regardé à des courses parce qu'il avait fermé les courses au Canada. Donc, j'avais regardé des courses dans un autre pays, puis j'ai trouvé des courses au Mexique. Donc, je suis allé au Mexique faire des courses parce que les autres étaient ouverts au complet, il n'y avait aucune restriction. Donc, je suis allé au Mexique pendant quelques mois. Puis après, je suis revenu au Canada. Puis quand je suis revenu au Canada, ben, c'était plus ouvert au Canada. Puis après, ben, l'année d'après, c'était le Epic Deca. Excellent, excellent. Et du coup, ça fait quoi d'être l'un des 3 finishers au monde à avoir jamais fini ce défi? Au début, tu le crois pas. Moi, je pensais que j'allais être super connu, puis que ça allait faire exactement comme Rich Roll. Je l'explique même dans mon livre. Je pensais que bon, j'allais devenir comme David Goggins ou comme Rich Roll, justement. Je me dis même que bon, je l'ai rencontré le même novembre, puis je pensais avoir une forme de respect. Je me suis dit, ben, je suis une des personnes qui a fait le double de qu'est-ce que toi, tu as atteint. Fait que là, moi, je pensais que tout de suite, le succès allait arriver. Mais le succès n'est pas arrivé, puis ça a pris des années, justement, avant que on puisse créer une certaine traction, justement, parce que je n'étais pas connu, mais pas du tout. Là. Je veux dire, j'avais mes amis sur Facebook, tout était au niveau personnel. Donc, justement, de créer cette brand-là, d'en arriver justement à créer un système pour aider les autres. Puis c'est en créant ce système-là qu'on a trouvé une meilleure raison d'être, une manière aussi de pouvoir redonner aux gens qu'est-ce que moi, j'ai accompli. Donc, c'est pas nécessairement d'arriver et de dire, ben, c'est moi un des 3. C'est plus de le prendre comme d'une manière humble, à dire il n'y a rien de spécial à J.D. Tremblay. J'ai suivi un certain système, une certaine structure sur une longue période et j'en suis arrivé à justement conquérir le Epic Deca. Puis présentement, ben, je suis énormément béni de pouvoir accompagner des athlètes de haute performance, des exécutifs de compagnie qui, eux, veulent optimiser leur performance. Donc, je suis extrêmement béni à ce niveau-là, de pouvoir les aider. Bon, on va revenir un petit peu justement après sur comment est-ce que tu construis tout ça, comment est-ce que tu exploites ces systèmes, comment est-ce que tu les as mis en place. Pour rester sur l'Epic Deca, donc 10 jours d'affilée, un Ironman par jour. On va pas s'arrêter sur les chiffres, sur la performance en elle-même. J'imagine que tu fais pas un Ironman en 8 heures et que tu répètes pas ça pendant 10 fois. Surtout que c'est à Hawaï, c'est sur les terres de l'Ironman. Ça doit être en plus magnifique. Tu dois pas trop avoir le temps de regarder le paysage, mais bon, j'imagine que ça doit être exceptionnel. En revanche, ça veut dire que, au-delà de toute la préparation, ça veut dire que c'est 10 jours de concentration ultime où tu n'es que là-dedans. Pour te partager, pour parler un petit peu de moi, parce que j'aime bien quand même aussi parler un peu de moi, pendant 3 ans, ça s'est pas fait au moment où ça devait se faire, mais donc on va partir sur les 9 derniers mois. Pendant 9 mois, j'ai préparé un défi, justement, que j'avais mûri après avoir lu le livre de Rich Roll, qui était de traverser la France en courant. Je voulais le faire en swimrun, ça s'est plus fait en courant et de temps en temps en nageant. Mais ça veut dire que ça a été 29 jours, dont 26 d'activité, j'ai pris 3 jours de pause, 29 jours où tu es full dans ton truc. Tu cours tous les jours 60, 70, 80 bornes et tu répètes le lendemain. Et ça pendant un mois. Toi, de ton côté, pendant ces 10 jours où tu as exécuté ton défi, ton Epic Deca, qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu avais dans la tête? Et qu'est-ce qui t'amenait le lendemain à remettre le couvert?
J'ai jamais pensé quitter, ça c'est sûr et certain. J'avais dans ma tête que j'allais le terminer. De la manière que je voyais ça, c'est je veux le terminer, puis il faut que je le termine. Attends, Je prenais garde ça deux ça, secondes. Pourquoi le il faut? Tu pourras répondre à cette question-là aussi après. il faut. Ah ben, c'est parce que maintenant, je suis capable d'en parler. C'était un peu plus dur avant d'en parler. C'est que j'étais financièrement pas capable de payer pour la course. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai vendu ma maison pour payer pour l'inscription et envoyer les 5 personnes ou les 4 personnes qui étaient dans mon équipe et moi à Hawaï, payer pour leur nourriture, les hôtels, les vols, tout. Donc, j'ai vendu ma maison. Donc, j'avais aucun autre choix, aucune autre solution que de le terminer. T'as vendu ta maison, t'as vendu ou t'as hypothéqué? T'as vraiment vendu ta maison pour pouvoir payer ton J'ai inscription vraiment et vendu. tes accompagnateurs. Oui, j'ai vraiment vendu ma maison pour en arriver à faire le Epic Deca. Je me rappelle l'avoir dit aux organisateurs quand on s'était rencontrés en Zoom, mais il avait dit, mais tu peux pas faire ça. On va rejeter ton application. Tu peux pas faire ça. Vendre ta maison. Donc, moi, j'étais sur le Zoom et j'ai juste ri. J'ai juste, ah oui, vendre ma maison. Et les organisateurs ont dit, ah, OK, c'est une blague. Ah oui, il est en train de joker. Mais c'était vrai, sauf que j'ai jamais dit à personne que j'avais vendu ma maison. Donc, quand je suis revenu, donc la partie la plus dure du Epic Deca n'était pas nécessairement durant le Epic Deca, de le terminer, c'était plus après. Parce qu'après, je retournais dans un entrepôt avec toutes mes choses, des boîtes, puis je dormais par terre. Puis ça m'a pris justement plus d'1 an à rebâtir, puis à être capable maintenant d'avoir, présentement, j'ai une belle maison, ma vie financière, elle est complètement stable, puis j'ai aucun problème financier, mais avant, c'est sûr que se mettre dans une situation comme ça, j'étais content d'être célibataire parce que j'aurais eu de la misère à expliquer ça à ma femme que j'ai vendu ma maison pour aller faire le Epic Deca. Bon, t'avais quand même un fils, donc t'étais un père célibataire. J'imagine que ça devait être toute une logistique quand tu t'étais en charge de ton enfant. Je l'ai apporté chez mon ex-femme, puis je lui ai dit euh, il faut que tu prennes charge de Noah pendant que moi je m'en vais faire le Epic Deca. Puis quand je reviendrai, ben je le reprendrai, puis on le reverra. Fait que là, ben, pendant les temps, ça va être après le Epic Deca, ben j'allais jusque dans l'autre ville, aller voir mon fils pour mes fins de semaine. J'allais le chercher pendant les journées, je m'amusais avec, j'allais le reporter chez mon ex-femme. Puis après ça, ben, je dormais dans ma voiture avec les hivers canadiens. Puis après ça, ben, le lendemain matin, ben, mon fils, il ne savait pas que j'avais dormi dans ma voiture. Il ne sait toujours pas. Il a 14 ans. Puis j'allais le voir. Je passais du temps avec. Après ça, j'allais le reporter. Puis je repartais dans mon entrepôt. Puis après ça, ben, je dormais dans mon entrepôt. Jusqu'à temps que, justement, il fallait que j'écrive le livre devienne un best-seller. Après ça, justement, j'ai créé les systèmes. On a créé, c'était un moment plutôt difficile parce qu'on pense souvent que parce qu'on a accompli quelque chose de différent ou de grandiose, le succès va automatiquement arriver, mais le succès, tu dois travailler pour, parce que si tu ne travailles pas pour ou s'il t'est donné, ben, tu n'es pas capable de l'apprécier, justement, là. Donc, je suis content d'avoir passé à travers tout ça, c'est sûr et certain. Euh, je ne le regrette pas, aucunement. C'est un moment de ma vie qui était plutôt difficile, mais que si j'avais à retourner en arrière et à choisir entre le faire et je le referais pas. Je ne referais pas le Epic d'école lui-même. J'ai plus rien à prouver, je l'ai fait. Mais
si c'était à refaire, puis j'avais la même décision, je referais la même décision, puis c'est tout. Waouh, ça c'est ce qu'on appelle la dedication. C'était vraiment, tu avais un objectif et tu as tout mis en place pour y arriver. Mais au-delà de, entre guillemets, du joke, de la blague, de j'ai vendu ma maison pour pouvoir faire ce défi et puis après j'ai dû tout reconstruire, c'est quand même une belle allégorie aussi au sport. C'est-à-dire, pour pouvoir être un athlète de haute performance, il faut d'abord être un athlète tout court, commencer, passer de 0 à 1, faire 5 km, et puis 10, et puis 20, et puis un marathon, et puis d'un marathon, se mettre à faire du vélo, et puis à nager, ou peu importe dans quel sport tu viens, et puis après courir un Ironman. Enfin, ça vient pas comme ça. Sur le succès, je suis totalement d'accord avec toi. Je sais que j'ai un pote avec qui j'ai changé avant de faire mon défi qui m'a dit, tu sais, imagine pas avoir une foule qui va t'attendre au point que tu as défini comme étant l'arrivée. Il y aura peut-être ta femme, peut-être tes gosses, peut-être 2-3 potes, mais ce sera tout. Et ton seul succès, en fait, ce sera d'être arrivé au bout, là où tu voulais arriver. Et c'est exactement ça, que ce soit ton défi que tu crées pour toi-même ou que ce soit un défi encadré comme les pics des cas, finalement, tu arrives au bout. La seule fierté, le seul succès que tu as, c'est d'être arrivé au bout et de regarder en arrière tout le chemin que tu as parcouru pour construire ce nouvel homme que tu es devenu. Parce que finalement, quand tu arrives au bout d'un défi comme ça, tu te reconstruis ou tu construis un nouvel homme. Exactement. Ouais. Puis la manière, justement, de faire ces décisions-là, c'est d'aller dans la foi au lieu d'aller dans la peur. Puis c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont faire la grosse décision, la décision majeure, qui vont vivre dans la peur. Donc, je prends une course, par exemple, OK, pour ne pas prendre quelque chose qui est plus dur pour les gens, mais on fait plein de décisions dans une journée. Donc, on va prendre une course. Les personnes, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ben moi, je ne suis pas capable de faire un marathon. Je ne suis pas capable de faire un demi-marathon. » Mais vraiment, la plupart des gens sur la Terre sont capables de faire un demi-marathon. Le cut-off est trop long, de toute façon, pour même la marche. Donc, ça veut dire que n'importe qui pourrait juste arriver puis marcher un demi-marathon. Donc, tu n'as même pas besoin de courir. Tu as juste besoin de le marcher. Et tu devrais être capable de marcher 21 km. Par contre, il y a des gens qui se disent « Moi, je ne suis pas capable. » Donc, ils se mettent plein d'excuses. C'est ça qui est dommage. Donc, encore une fois, l'idée générale, la décision du plan est déjà « Je ne vais pas être capable de le faire, donc ils ne le font pas. » Il y a des gens qui se disent « Ben moi, je vais le faire. » Puis après ça, ben, cette décision-là est renouvelée comme une hypothèque, hein, ou une... ouais, c'est comme une hypothèque. Et là, tu réhypothèques à toutes les coupelles de pas. Donc, aussitôt que tu arrives à la course, là, c'est réel. Hein? Il va falloir que tu commences ce demi-marathon-là. Donc, tu as décidé d'avoir la foi que tu es capable de faire un demi-marathon. Parce que tu as écouté le podcast à Hermano, puis JD est allé sur le podcast, puis il a dit la plupart du monde sont capables de marcher un demi-marathon. Donc là, tu as eu cette idée-là, je suis dans un demi-marathon. Donc là, tu vas avoir une autre décision. La deuxième décision, ça va être au départ. Là, tous les gens sont contents, mais tu es au départ. Encore une fois, tu as la peur ou tu as la foi. La peur, ça va être j'y vais pas. La foi, ça va être je vais commencer. Mais là, tu commences la course, tu as encore foi, peur. Après quelques kilomètres, là, tu te dis hey, c'est énorme, là. Tu regardes ta montre, il me reste encore 19 kilomètres. Hey, c'est ben trop. JD n'avait pas raison. Donc, encore une fois, foi ou peur. Si tu as la peur, DNF. Si tu as la foi, tu continues. Tu fais encore une autre décision. Tu as l'autre décision. Ah, il reste encore 15 kilomètres. Hey, c'est énorme. Oh non! Peur ou foi. Donc, tu vas constamment aller à travers ça. Puis ça, c'est pour toutes les décisions qu'on fait dans nos vies, que tu sois un exécutif, un athlète professionnel. La haute performance, c'est même encore plus poussé, où est-ce qu'il faut que tu ailles presque dans l'hypnose pour justement t'hypnotiser et te dire, c'est ça et c'est tout. Je vais tout le temps être dans la foi, ça va fonctionner peu importe qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est exactement ce que moi j'ai utilisé. Je me suis concentré sur la foi. Je me suis dit, peu importe qu'est-ce qui m'arrive, je vais terminer, je vais faire tout ce qu'il y a en mon pouvoir, physiquement et mentalement, pour en arriver à la fin du Epic Deca. Peu importe qu'est-ce qui m'arrive physiquement,
peu importe, mes bandelettes ou mes jambes étaient tellement serrées qu'au 4e jour, quand on est arrivé à l'aéroport, ils m'ont poussé dans une chaise roulante pour en arriver à mon prochain vol. Mais moi, dans ma tête, je ne quittais pas. Là. J'étais dans une chaise roulante. Il y avait quelqu'un qui avait volé mes pantalons, donc il fallait se dépêcher. J'étais en sous-vêtements à l'aéroport dans un, pas un manteau, mais un hoodies, là, Ouais. un sweatshirt. Ouais. Donc, j'avais un gilet de fille parce que c'était une des filles dans mon équipe qui m'avait prêté un gilet. Puis il fallait se dépêcher. Je suis dans une chaise roulante, j'ai la face toute brûlée. Les jambes ne sont plus capables de fonctionner. Puis j'ai à peu près une demi-heure avant qu'on recommence la prochaine course. Puis on va prendre mon avion dans vraiment pas long. Puis en plus de ça, pour couronner le tout avec la cerise sur le gâteau, c'était mon anniversaire. Bah, la cerise sur le gâteau, c'est ton anniversaire. Exact. Le monde me souhaitait bonne fête à l'aéroport. Les organisateurs, organisatrices, le monde dans mon équipe. Hey, bon anniversaire, bon anniversaire. Merci. Mais moi, je suis en complète douleur là, mentale, physique. Mais je m'étais dit déjà au départ de vivre selon la foi et non la peur. Peu importe ce qui m'arrivait. Je suis arrivé à l'autre côté après mon vol. J'ai dormi à peu près 15-20 minutes, gros max. Puis quand je suis arrivé de l'autre côté, je marchais un peu. Ma chef d'équipe est allée chercher la voiture. Puis elle m'a donné mon sac quand je suis arrivé dans la voiture. Elle a dit, tiens, voilà ta combinaison. On recommence dans moins de 20 minutes. On arrive à la plage. Puis tu vas recommencer un autre Ironman. Elle savait que j'allais pas quitter. Je n'allais pas quitter en aucune circonstance. Donc, pour récapituler, tu as la grosse décision de foi et ensuite, c'est réhypothéqué tout le temps. Puis quand on regarde à ça, là, prends n'importe quelle situation. On regarde le mariage. Le mariage, tu as la grosse décision. Est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu vas être avec cette personne-là? Puis là, c'est réhypothéqué à tous les jours. C'est réhypothéqué à tous les jours. C'est pas juste dans les courses, c'est dans n'importe quoi. Mais les personnes se disent, ah ben là, c'est difficile. Fait que là, peut-être que je vais arrêter là. Ah, c'est difficile. Puis combien présentement de DNS qu'on a? Ben, on a un déclin dans le mariage. Et combien de DNF qu'on a? DNS, c'est Did Not Start, OK? En anglais, je sais pas, en français, je ne sais pas. Puis DNF, donc, il y a combien de personnes qui se disent, ben oui, je vais avoir la foi, mais quand ça se fait réhypothéquer, là, ils se disent, ah là, ça commence à être un peu difficile, là, je vais laisser aller. Puis, en fait, ben, on voit que il y a 3 personnes qui se sont même présentées à la course. Ben, il y a plusieurs, on était 10 qui étaient enregistrés. Donc, il y en a 4 qui ont des DNS pour quelque raison que ce soit. Il y en a 3 qui ont un DNF parce qu'ils ont commencé, mais ils n'ont pas terminé. Puis, il y en a juste 3 qui ont terminé cette course-là. Donc, encore une fois, quel mode de vie tu veux avoir? Est-ce que tu veux vivre dans la foi ou est-ce que tu veux vivre dans la peur? C'est à toi de décider, mais cette décision-là, puis toutes ces décisions-là sont tout le temps réhypothéquées à tous les jours. Puis en contraste avec les exécutifs, ben, quand tu regardes à tout le monde, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là? Ah, c'est négatif, il y a plein de choses. Il faut que tu runs une business, il faut que tu fasses de l'argent. Donc, c'est réhypothéqué, là. À tous les jours, tu te fais dire, il y a peut-être un compétiteur qui va prendre ma business. Est-ce que je suis vraiment unique? Est-ce que j'offre un bon service à mes clients? Est-ce que je fais du mieux que je peux? Puis est-ce que le mieux que je peux est qu'est-ce que mes clients recherchent? Ou est-ce qu'ils recherchent mon compétiteur? Est-ce que tu te fais tout le temps réhypothéquer dans ta tête? Mais d'arriver puis de dire, non, 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 moi j'ai la foi, là, de me dire, je vais l'atteindre. Je vais l'atteindre. Je ne suis pas un lion qui est avec un sédatif dans une cage. Même si je suis dans une cage, je vais trouver un moyen de justement en m'en sortir. Puis c'est exactement le message que je pourrais laisser avec tes auditeurs. C'est d'essayer d'être débrouillard dans
Parce que c'est les gens qui vont s'en sortir, justement, là. Écoute, je kiffe, mais tellement, il faut que je fasse écouter ça à ma femme. Tu parlais du mariage, on s'est engagés tous les deux, ça fait 27 ans qu'on est mariés, on a 4 enfants, et on envisage même pas le divorce, tu vois. C'est pas la foi ou la peur, c'est la foi, c'est tout, depuis le début c'est comme ça. Et dans le sport c'est pareil, quand j'ai traversé la France, comme toi j'étais un peu blessé, je pense qu'à un certain moment on est tous blessés, moi c'était au 3e jour, tendinite, je pouvais plus poser le pied par terre, j'arrêtais de courir, je pouvais plus marcher. Je repartais le lendemain, à 6h30 debout, à 8h30, je reprenais la route et je repartais, je courais mes 60, 70, 80 bornes par jour. Parce qu'il n'y avait pas de sujet, parce que c'était, je suis là pour ça. Et comme toi, je dois aller au bout. Pourquoi ? J'en sais rien. La reconnaissance, l'argent, la célébrité. Non, je dois y aller, c'est tout. Et effectivement, je pense que c'est le meilleur des systèmes. Est-ce qu'on y arrive en se voilant la face? Est-ce qu'on y arrive parce que c'est de l'hypnose ou de l'auto-hypnose? Est-ce qu'on y arrive parce que pour les bonnes ou les mauvaises raisons? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la foi ou la peur. Et quand la foi est là, et que tu la réhypothèques pas à chaque fois, que tu te reposes pas la question systématiquement, il n'y a pas de sujet, tu vas au bout et tout. Et c'est tout. Bon, effectivement, il peut y avoir des pépins physiques, tu peux te faire renverser, tu peux tomber, te péter une jambe. Là, ça paraît difficile de continuer un défi comme ça. Mais, qui sait? Il y en a qui ont bien réussi. Ultraman Canada, c'était mon premier Ultraman. T'apportes ça. Je faisais le vélo. Un Ultraman, c'est double de distance d'un Ironman, à peu près. Là, c'est sur 3 jours, tu as des cut-offs de 12 heures. Je suis au Ultraman Canada, j'ai fait la première journée. Première journée, c'est nage et un peu de vélo. Deuxième journée, 270 km de vélo. C'est juste le vélo. La troisième journée, c'est le double marathon. Donc, je suis dans la deuxième journée. J'étais au turnaround, puis il me restait 200 km de vélo à faire. J'arrive à une lumière, moi, je la vois verte. Mon équipe est derrière, puis ça s'adonne parce que c'était le turnaround qui était proche. Les organisateurs aussi étaient en arrière de moi. Il y a un truck, un camion qui me dépasse. Il me coupe. Moi, je n'ai pas le temps d'arrêter. Bang! Je rentre dedans. Je tombe par terre, sur le dos. Mon vélo est cassé. Je suis en sang. Moi, j'avais dit dans ma tête, je vais continuer et c'est tout. Les organisateurs sont là, j'avais un kit de premiers soins, j'enlève le sang, j'ai trouvé du tape, j'ai tapé mon guidon qui était tout cassé. Est-ce que c'était sécuritaire de continuer? Moi, j'ai décidé que oui. Les organisateurs étaient là, ils ont dit, oui, tu pourrais continuer si tu veux. J'ai décidé de continuer et j'ai terminé la course 4e. Donc, on regarde justement à ces conditions-là, puis on se dit, moi, ce que je vois, puis c'est de la manière que je peux voir ça, c'est physiquement, il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner. Mentalement, il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir. Le côté mental, c'est la foi ou la peur. Il faut tout le temps que tu vives dans la foi et non dans la peur. Tu n'as peut-être pas l'argent présentement, tu vas la trouver, c'est tout. Mets-toi en mode de survie, tu vas voir, tu vas la trouver. Ensuite, le côté physique, est-ce que tu fais toutes les tâches qui te sont assignées pour en arriver au but que toi, tu veux atteindre? Ensuite, côté spirituel, ça, c'est toutes les variables que tu ne peux pas contrôler. Donc, à moins qu'il y a, en anglais, c'est act of God, à moins qu'il y a Dieu qui fait tomber, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles l'univers. Là. Moi, je suis chrétien, donc je l'appelle Dieu. Là. Dieu qui foudroie un arbre, puis que l'arbre te tombe dessus, puis que tu meurs. À moins que ça se produise, moi, je n'allais pas arrêter. Okay? À moins que mon vélo, il casse en deux, puis que j'ai aucune autre ressource d'avoir un vélo, j'allais continuer et c'est tout. Puis j'allais voir le vélo cassé en deux comme un acte de Dieu. C'est vraiment juste ça que moi, je vois qui va m'arrêter. Si une personne qui me dit arrête de faire la compagnie ou arrête de travailler là-dedans, il va falloir un acte de Dieu pour m'arrêter. Parce que je le sais que même si je serais en prison et je continuerais à justement, je mets le côté le plus restrictif qu'il n'y a pas au monde, donc une situation complètement hypothétique, là, énormément vers l'autre côté du spectrum, là, pour montrer aux gens que
au niveau que ces personnes-là vont aller penser. Puis parce que je pense comme ça, ben ça, c'est mon niveau mental. Je mets le côté physique de mon côté. Le reste, côté spirituel, c'est tout à Dieu à s'occuper de ça. Là. C'est à lui à s'occuper de tout le reste. Puis après ça, ben moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis tu en arrives à un niveau là, que justement, les autres pensent que tu as atteint quelque chose qui est complètement hors de l'ordinaire. Mais tu vois, on est deux hommes, Hermano, qui sont, en tout cas, qui sont. Il n'y a rien de spécial à propos de JD ou Hermano. On est deux hommes bien normaux qui ont décidé de justement suivre ce mindset-là, suivre ces systèmes-là, pour justement en arriver à une haute performance, que les autres regardent ça et se disent waouh, 29 jours à traverser un pays entier. Wow! Hey! Wow! J'aurais jamais fait ça. Mais même nous autres, on pensait au début qu'on n'allait pas le faire. Non, je t'arrête. J'ai toujours su que je le ferais. Je l'ai toujours eu la foi. Pour revenir maintenant à ton activité pro, à ta business, comme vous dites au Canada, à ton business, comme on dirait chez nous en France, comment est-ce que tu accompagnes les gens ? Tu as dit, on les accompagne pour gagner en clarté, on leur explique les systèmes, on leur explique comment ça marche. Okay, mais comment tu les accompagnes concrètement ? Alors, sans rentrer dans la secret sauce, mais comment, sur une retraite de 2 jours, sur un bootcamp de 2 jours, qu'est-ce qui va se passer pour un de vos coachés ? On a notre système qui s'appelle EPIC ou le DECA, puis notre fondation qui est EPIC. Donc, il n'y a absolument aucune secret sauce. Les gens peuvent l'apprendre et même l'utiliser. C'est même pas... Il n'y a aucun patent dessus. Si tu veux l'utiliser puis nous le voler, j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans ma voie, puis je veux que les personnes atteignent leur succès et donc, je suis ici pour donner le plus de valeur aux gens. Les fondations d'EPIC, ça montre aux gens comment se créer un système de valeur. Donc, moi, je dis toujours, crée-toi un système de valeur et après, tu vas pouvoir aller faire tes buts. Donc, il y a plusieurs coachs qui disent le contraire, ou est-ce qu'ils disent, trouve-toi un but, puis éventuellement, tu vas tomber qu'à avoir des bonnes valeurs, basé sur tes expériences. Sauf que ça, ben, c'est basé sur une donnée qui est relative, donc relative à tes propres expériences de vie. Donc, ça te donne un chemin qui est pas mal sinueux, tandis que nous, on aide les gens justement à construire ce système de valeurs-là pour ensuite atteindre un certain but. Le EPIC, tout est en anglais, là, donc je vais le dire en anglais, mais... T'inquiète. C'est EPIC, c'est Eternal Restoration, qui est comme une relation éternelle. Donc, il faut que tu crois en quelque chose qui est plus grand que toi pour justement avoir la foi qui aide au niveau du cerveau, au niveau pariétal, pour faire des meilleures décisions. Donc, on en a parlé tantôt, la foi versus la peur. P, c'est Physical Temple, donc c'est le physique. Donc, on est le temple de cette entité qui devient que physiquement et mentalement, pour servir cette entité-là, qui pour moi est Dieu, ben, il faut que tu aies un physique et un mental de fer. Donc, on donne les astuces. On les brise encore une fois dans notre acronyme qui est plus haut dans le système. I, c'est l'identité. C'est quoi ton identité? Et ensuite, le C qui est communauté. Donc, la communauté, pour toi, c'est devenu ton pilier. Quand on pense à ça, quand on regarde même, j'analyse qu'est-ce que toi, tu as fait avec les 29 jours, ben, le C, c'était la communauté qui était aussi haute que les autres. Il y a beaucoup de CEO, d'exécutifs qui vont aller essayer d'atteindre un haut niveau, une haute performance. Donc, les autres parties de leur fondation, elle est plus prononcée, tandis que ils ne vont pas trop s'occuper de leur famille parce que, justement, ça fait moins partie de leurs valeurs. Donc, pour toi,
ben, la communauté, ta famille en a fait partie, puis tu l'as même expliqué que, bon, premièrement, mariage de 27 ans, il faut que cette fondation-là soit, ce pilier soit assez prononcé pour justement en arriver à 27 ans de mariage et aussi que tu voyais ben, ta famille faisait partie de ce 29 jours-là. C'était pas seulement de l'atteindre qui était le but ultime, c'était aussi d'inspirer ta famille et de la jumeler à ça. Notre système qui est DECA est basé sur le Epic DECA. Puis le système qui vient justement aligner ces piliers, c'est D pour discipline, c'est pour Energy Regulation, qui est la régulation de l'énergie. C, qui est la capacité. Est-ce que tu es vraiment capable d'atteindre ce but? Et l'action. Donc, on voit tellement de personnes, justement, qui en parlent. Ils en parlent beaucoup de leur plan, ils parlent beaucoup de qu'est-ce qu'ils vont atteindre, mais ils ne mettent pas d'action, justement, à leur parole. Donc, puis nous autres, ben, on va encore plus en détail, justement, en calculant les brainwaves, en calculant, justement, c'est quoi leur chimie dans le sang, c'est quoi leur récupération, leur attention, c'est quoi l'inflammation qu'ils ont dans leur corps et on peut analyser aussi leur système nerveux aussi pour savoir, puis leur donner des astuces de comment justement être capable de bien récupérer et mieux performer. Parce qu'on pense à la haute performance, on pense à quelqu'un qui va courir pendant 365 jours et qui va faire des millions, puis qu'à tous les jours, il faut que tu deviennes meilleur que hier, mais la récupération en fait énormément partie. Puis ça devient que c'est un équilibre qui est fait pour toi. Donc, c'est plus qu'est-ce que toi, tu veux atteindre, plus que d'arriver puis de donner un cookie cutter ou d'arriver puis de donner juste une structure qui fit à tout le monde. Cette structure-là ne fit pas à tout le monde, elle va fitter à une personne et ça va être à toi. Donc, ils vont avoir un système qui va être design, qui va être créé spécifiquement pour toi. Même si tu vas être en groupe, ça va être spécifique pour toi avec toutes les astuces qu'on a. Je reviens sur le C de DECA. Tu as dit c'est la capacité à faire quelque chose. Depuis tout à l'heure, on parle de cette double orientation, la foi ou la peur. Je pense qu'on est un peu pareil sur le fait qu'une fois qu'on a la foi, on y va et on réhypothèque pas les choses à chaque fois. Malgré tout, tu as un athlète qui arrive, qui te dit écoute, moi j'ai la foi, je sais que je peux faire un DECA, je vais commencer à me préparer, mais je viens chez toi pour mettre les fondations en place. Tu commences à le prendre en charge, vous partez faire une retraite de 15 jours, et là tu te dis non mais mec, tu pourras mettre toute la bonne volonté que tu veux, jamais tu vas courir un DECA dans 6 mois, 1 an, 18 mois. Comment tu jauges ce C de DECA, cette capacité à ce que ton athlète atteigne ou du moins mette tout ce qu'il a en son pouvoir pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé? Ben, là, présentement, on parle d'un cas spécifique. On recule un peu juste pour rapidement pour dire est-ce que la personne, c'est ça qu'elle est appelée à faire? Donc, la capacité, c'est pas nécessairement juste d'arriver puis de dire est-ce que tu es capable de faire un Epic DECA, mais plus d'arriver puis de dire est-ce que tu es censé même être dans le triathlon? Donc, c'est un peu différent. Pour moi, j'ai essayé le volleyball, j'ai essayé le basketball. On voit que j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Est-ce que j'étais censé aller dans les arts martiaux puis de devenir un athlète renommé dans les arts martiaux? Non, donc c'était pas ma capacité. Donc, c'était un peu juste une parenthèse quelconque. Pour la capacité, si on parle d'un cas qui est extrêmement spécifique, la personne a déjà fait plusieurs Ironman ou a déjà et elle veut aller dans le Epic DECA et optimiser sa performance pour aller là-dedans. Mais c'est sûr que nous autres, quand on regarde à ça, on va créer cette structure-là pour que la discipline se fasse. Donc, quand j'ai parlé tantôt de la chimie du sang. La chimie du sang, il y a beaucoup de
il y a beaucoup de facteurs qui vont aller jouer là-dessus. Donc, les, les swings de glucose, est-ce qu'ils sont vraiment optimisés? Donc, les personnes se font dire plein de choses sur TikTok ou ben, nous autres, on est capable d'avoir les personnes ressources pour justement donner les meilleurs conseils parce que, ben, je l'ai déjà accompli. Donc, si tu veux, tu peux aller chercher l'information de d'autres personnes, mais si tu pourrais aussi l'apprendre de quelqu'un qui l'a déjà accompli pour ce Epic Deck. L'hydratation, on a les électrolytes. L'hydratation, de la manière que je vois ça, puis c'est justement la manière de voir les suppléments, c'est l'absorption. Est-ce que ton sang est capable de l'absorber? Il y a des calculs à propos de ça. L'utilisation, donc est-ce que tes cellules sont capables de l'utiliser, même si la bonne quantité s'en va dans ton sang? Et ensuite, l'environnement. Est-ce que tu lui donnes l'environnement propice pour être utilisé? Donc, on regarde à quelqu'un qui a une carence de magnésium. Ben, si la personne a une carence de magnésium, je pourrais arriver là puis remplir un pot énorme de vitamine D. La vitamine D, c'est merveilleux et on peut voir des gros changements avec même des doses assez énormes. Mais la personne, on pourrait lui donner autant de vitamine D s'ils ont une carence de magnésium qui est dans l'environnement de ton sang. Ben, si tu es en carence, la vitamine D ne peut pas être activée. Donc, la personne, tout ce qu'elle va faire, c'est aller pisser fluo, puis c'est tout. Donc, encore une fois, c'est d'arriver puis de trouver le bon système, cette structure-là pour que les personnes puissent en arriver justement à être naturelles tout en optimisant leur performance. Beaucoup de personnes se font dire, bon, la récupération. C'est quoi la récupération? Les cycles de sommeil, c'est quoi toutes ces données-là que tu vas apprendre? C'est quoi l'attention? C'est quoi l'inflammation? L'inflammation qui est pas nécessairement juste la nourriture, mais les stress. Quel stress? Comment justement créer ces structures-là que tu peux utiliser? C'est quoi les bruits, les fréquences? Comment justement optimiser ton mouvement? Les personnes se font dire une des affaires, c'est de la manière qu'il faut que tu t'entraînes, c'est tout le temps au-dessus de zone 3, il faut que tu sois tout le temps là, dans le tapis, puis il faut que tu t'entraînes le plus possible. Puis, j'ai été m'entraîner avec des Olympiens, puis la plupart sont pas en train de s'entraîner avec la pédale dans le fond à tout moment. Il y a beaucoup plus de zone 1 et de zone 2 qu'on le pense. Puis, à avoir d'autres astuces, justement, là, à performer. Là. Donc, c'est un peu un overview là, de qu'est-ce qu'on va passer à travers dans ces 2 semaines-là. Excellent. Tu connais le docteur Denis Boucher, qui est un de tes compatriotes? Non. Écoute, Non. regarde, il est à Québec, lui. Il est Québec, la ville. Il est déjà bien avancé dans l'âge, mais c'est un docteur en médecine, en physiologie, je crois. Et j'ai enregistré avec lui il y a quelques jours, mais ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et c'est sa thèse, c'est sa théorie. S'entraîner toujours le pied au plancher, ça sert à rien. Même le 80-20, qui est si mis en avant avec 80% d'endurance et 20% d'intensité, lui, sa thèse, c'est de dire que ça marche pas. Plus tu t'entraînes en endurance et en endurance basse, en dessous de tes seuils d'échange lactique, plus tu vas courir vite et longtemps, et plus tu vas performer. Donc, écoute, regarde-le, ou si tu veux une mise en relation, ce sera avec grand plaisir. C'est un Québécois. Théorie, fait que c'est sûr qu'il va falloir se rencontrer un jour. Là. Ouais, c'est sûr et certain. Voilà. Écoute, JD, ça fait déjà presque 1 heure qu'on discute ensemble. Je pense qu'il y aurait encore plein d'épisodes, plein de choses à dire, mais je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. J'ai malgré tout encore 2 questions. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Après tout ce qu'on vient de se dire, et après toutes ces années que tu as mis à pratiquer, après la découverte du triathlon et autres, quel est ton meilleur conseil aujourd'hui pour devenir triathlète? Pour devenir triathlète, de vivre dans la
de vivre dans la foi et non la peur. Donc, de s'essayer, c'est tout le monde, la première fois, peu importe à quel niveau que tu es, a peur du premier triathlon. Tout le monde a ça. Jusqu'à temps que tu vives dans la foi, il va falloir que tu te lances. Puis, dis-toi que la porte est toujours ouverte. Il y a des triathlons partout dans le monde, peu importe où est-ce que tu es. Il y a des triathlons à différents niveaux financiers. Donc, de ne pas se lancer dans un Ironman tout de suite. Un petit sprint, il y a même des try-a-try qui sont la moitié de la distance d'un sprint, mais d'essayer de goûter à ce sport si tu veux devenir un triathlète. Ce serait de l'essayer. Puis quand tu l'essayes, ben de ne pas aller trop vite, d'y aller à la vitesse que toi, tu es capable de soutenir et c'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller vite et tu n'as pas besoin de finir premier. Tu as seulement besoin de l'essayer. Et quand tu vas l'essayer, c'est à toi de faire ces décisions-là, de vivre dans la foi ou dans la peur. Puis tu vas voir que après que tu as fait ton premier, ben, les pensées, le mindset que tu vas développer va se dissoudre dans les autres parties de ta vie, que ce soit le côté business ou relationnel. Wow. C'est marrant parce que tu dis l'essayer sans avoir peur, t'es pas obligé de finir premier. Pourtant, c'est ce qui t'a retenu pendant des années de faire ton premier triathlon. C'est pour ça que je dis aux personnes que c'est le meilleur astuce parce que si j'avais, OK, moi je savais, si j'avais commencé en 2009, quand moi je voulais commencer à faire du triathlon, ben j'aurais commencé bien avant. Donc de 2009 à 2013, j'en aurais fait beaucoup de triathlon. Puis là, si j'avais commencé à faire des Ironman plus tôt, parce que là, j'aurais vu, ben oui, j'ai ça de naturel. Ben, en 2013, j'aurais commencé à faire des Ironman. À quel niveau est-ce que vous pensez présentement que je serais si j'avais commencé en 2009 et que j'avais commencé à faire plein de courses? Je serais arrivé pendant le Epic Deka, puis j'aurais eu aucune crainte que j'allais le terminer. Il y aurait eu... et j'aurais pu accomplir bien d'autres courses. Donc, encore une fois, de commencer le plus tôt possible, puis de l'essayer. Le meilleur conseil aussi, ce serait blessez-vous pas. Blessez-vous pas. C'est tout. Quand tu sens une petite douleur, essaie de savoir c'est quoi la différence entre une douleur et une blessure. Une douleur, tu es capable de continuer encore. Une blessure, il faut que tu arrêtes. OK? Donc, si tu es capable de savoir la différence entre les deux, tu vas très bien performer. Puis moi, je suis convaincu que si tu es capable de finir la nage, la plupart du monde sont capables de finir, parce que la nage, ben, c'est quand même technique. Hein? Et si tu es capable de faire la nage, la plupart du monde sont capables de faire un sprint triathlon. C'est juste que, justement, pour moi, comme tu as dit, ça m'a arrêté pendant des années. C'est ça qui est dommage. Écoute, je te remercie de redonner aussi la foi à celles et ceux qui nous écoutent. Allez-y, si vous avez encore jamais fait de triathlon, allez-y. Ayez foi en vous et puis vous verrez, ce sera sympa. Sinon, appelez JD. Et justement, comment on te contacte, Jean-David? Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce que on te demande des infos sur les prestations que vous proposez ou simplement sur toi? Comment t'as fait? Comment t'es arrivé au bout? Oui, on est à hungrywarrioracademy.com et on a aussi LinkedIn. Donc, les personnes peuvent me contacter sur LinkedIn à JD Tremblay. Puis, on va se faire plaisir de discuter si ça ne fonctionne pas avec nous autres. Comme j'ai dit, on travaille en collaboration avec plusieurs coachs, plusieurs personnes qui peuvent peut-être justement leur donner le service qu'ils veulent. Le but, c'est de donner le succès aux gens puis qu'ils soient en bonne santé. Donc, pour moi, qui travaille avec nous ou qui travaille avec quelqu'un d'autre, en autant qu'ils atteignent leur but, c'est ça qu'on veut. Écoute, merci encore, Jean-David. JD, c'était vraiment top. J'ai vraiment adoré notre échange. Puis je te donne rendez-vous un de ces quatre. On va se fixer un prochain rendez-vous. On va laisser les auditeurs écouter ça, nous faire leur retour. Et par rapport aux éventuelles questions qu'ils pourraient avoir ou au sujet qu'on pourra aller creuser, on se reprend un rendez-vous. Excellent. Bonne journée, Ciao.
C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!